Bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo de Macron intronisé pour sa présidence de l'Union européenne. Oui, alors déjà, là je commence très mal parce que je vous dis une connerie. Mais il faut croire que c'est peut-être parce que je me suis laissé conditionner l'esprit par un certain nombre de médias qui ont tanné avec ce gros titre « Macron prend la présidence de l'Union européenne ». Et du coup, il y a plein de gens, en effet, qui vont inconsciemment mémoriser cette phrase qui dit que Macron va prendre la présidence de l'Union européenne. Alors qu'en réalité, il n'en est rien. Mais quand même, vous avez quand même pas mal de médias qui, sur Internet, ou sur leur page ou sur leur article, font le titre avec la présidence de l'Union européenne. Alors qu'en réalité, ce n'est pas la présidence de l'Union européenne, c'est la présidence du Conseil de l'Union européenne. Car l'Union européenne, c'est deux conseils. Le premier conseil, c'est celui qui est, on va dire, la colonne vertébrale, qui est le cerveau de l'Union européenne, c'est le Conseil européen. Le Conseil européen qui est constitué du Parlement, dont le président est Louis Michel, et la présidente, Karen, je ne sais plus qui, à chaque fois son nom, qui est la présidente de la Commission européenne. Pour mieux comprendre, la Commission européenne est l'équivalent d'un pouvoir exécutif. Et le Parlement européen est un pouvoir législatif. Mais alors vous allez me dire, mais c'est quoi alors le Conseil de l'Union européenne? Eh bien le Conseil de l'Union européenne, il a été plus ou moins modifié par le traité de Lisbonne. C'est un conseil qui proroge, conseille, valide, propose. Tout du moins, le Conseil de l'Union européenne, c'est en fait une possibilité pour des États de pouvoir donner leur avis, de pouvoir proposer au Conseil européen des orientations politiques, législatives et économiques. Ni plus ni moins. Mais en rien, le Conseil de l'Union européenne est la tête pensante de l'Union européenne. Le Conseil de l'Union européenne, c'est le conseil qui permet aux États membres d'avoir une représentation, en dehors d'une représentation par l'intermédiaire de députés au Parlement européen et de représentants des gouvernements des pays membres de l'Union européenne. La présidence est tournante sur le Conseil de l'Union européenne, mais ne l'est pas sur le Conseil européen. Cette présidence, elle est tournante pour 3 mois, je crois. 3 mois, c'est ça, oui. Et elle est successivement, là actuellement, donc la France prend cette direction aujourd'hui. Et puis il y a la Suède et la Croatie, je crois, qui vont suivre. Sauf que, évidemment, il y a tout un cérémonial. Donc Macron s'est déplacé à Strasbourg. Sauf que déjà, Macron, en arrivant, se prend des huées. Au moment donc de la cérémoniale session parlementaire, Macron s'est fait allumer par évidemment des représentants des députés européens, mais des députés représentant l'opposition dans le pays de l'Union, le pays du président en question, la France, évidemment. Donc il s'est pris quelques mandales. Et alors ce qui est assez amusant, c'est qu'au moment où ces députés sont intervenus les uns derrière les autres, alors il y a Manon Aubry qui est intervenu, il y a Jadot qui est intervenu, il y a Barnella qui est aussi intervenu pour le Rassemblement national. Macron a fait évidemment son éloge jupitérienne pour faire croire qu'il tentait de détourner finalement le propos ou les propos de ses opposants. Mais au même moment, il y a eu un flot, une vague sur les réseaux sociaux de soutien, évidemment En Marche, qui disent
Oui, Barnal a dit n'importe quoi. Oh, regardez, heureusement qu'Emmanuel Macron, politicien, intelligent, et sensé, remet à sa place ses opposants et tout. Enfin, c'était des tweets d'une démagogie, vous ne pouvez pas imaginer. Et puis il y a eu une conférence de presse qui suivait évidemment cette intronisation. Et cette conférence de presse, eh bien, on a annoncé officiellement qu'il n'y aurait que donc une intervention de la présidente de la Commission européenne et du président Macron, mais il n'y aura pas de questions. Et bien en informant les gens qu'il n'y aurait pas de questions, il y a des journalistes qui se sont barrés. Donc on peut dire franchement que cette première journée d'intronisation de la présidence française au sein et à la tête du Conseil de l'Union européenne commence plutôt mal. Je dirais même qu'il y a certaines presses étrangères qui commencent à regarder Macron d'un mauvais œil. Donc, posons-nous la question de savoir est-ce que Macron peut toujours espérer être candidat ? Allez savoir. On n'en sait rien, on verra bien. Je dirais qu'à la limite, vu ce qu'on a vu depuis 2-3 ans maintenant, qu'il soit candidat, est-ce que ça serait une surprise ? Pas vraiment, vu qu'on est quand même en face de gens qui sont dans une session véritablement hors sol, qui sont dans une sorte de 5e dimension, qui vivent dans une tour d'ivoire, semble-t-il, pour se croire toujours avoir une légitimité de réclamer, de solliciter l'opinion du peuple. Et d'ailleurs, ce qui est assez amusant, hier, il y a 2 sondages qui sont sortis. Vous aviez un sondage du Point, je crois, et puis l'autre, je ne sais plus trop. Mais les résultats étaient complets. C'était une véritable cacophonie dans les résultats, puisqu'il y en a un qui mettait Macron, je crois, à 24%, et l'autre à 22%. Sauf qu'un des 2 sondages, donc mettait l'ensemble des candidats, et par contre, il y a un des 2 sondages, allez savoir pourquoi, Philippot et Asselineau ont disparu de la liste. En revanche, ils ont mis une candidate qui était à 0,5%, je crois, alors que sur l'autre, Philippot et Asselineau figuraient, et Asselineau était à 1,5% d'intention de voix. Donc il était plus que celle qui était figurée dans l'autre sondage, mais dans lequel lui ne figurait pas. Donc, évidemment, les sondages, je ne vais pas revenir dessus, hein. Vous savez ce que ça vaut. Donc, voilà pour cette première journée de l'Union, de la prise de pouvoir du Conseil de l'Union européenne. Force est de constater que ça fait beaucoup de foire pour rien, parce que finalement, ce Conseil européen, le Conseil de l'Union européenne, pardon, comme l'a d'ailleurs bien précisé récemment François Asselineau, c'est un conseil d'apparat finalement. C'est juste pour donner le change aux États souverains d'avoir une représentation au sein des structures de l'Union européenne, mais en réalité ils n'ont pas véritablement de pouvoir, voire même quand ils usent de ce conseil pour essayer d'influencer ou de donner des orientations au Conseil européen, en règle générale, c'est oui, cause toujours, tu m'intéresses. Donc voilà. Et enfin, on va revenir sur l'Ukraine. Puisque là, on a eu Washington qui commence à remuer la queue et commence à faire la politique de la terreur. Attention, les Russes, d'après nos informations, d'après les informations du Pentagone, les Russes se prépareraient à envahir l'Ukraine. Comme j'ai déjà dit dans ma précédente vidéo, je ne vois vraiment pas l'intérêt que Poutine aurait d'envahir l'Ukraine. Ça n'a pas de sens. En revanche, ça a beaucoup de sens pour l'Occident, pour l'OTAN, de faire peur, de vous faire peur. Attention, nous sommes au bord d'une 3e guerre mondiale. Ça ne veut pas dire, ça ne retire pas le fait qu'en effet, il y a une tension, elle existe. Comme je vous l'avais déjà expliqué dans une précédente vidéo, il y a un leadership dans le Pacifique qui est remis en question par la Chine. Vous avez certaines alliances de ces mondes qui ne veulent pas un nouvel ordre mondial unipolaire, mais qui veulent un monde multipolaire, mais
qui derrière ce monde multipolaire, évidemment, c'est quand même eux qui voudraient bien avoir quand même l'ascendant, hein, en l'occurrence la Chine en particulier. Donc, si vous voulez, au vu de la situation économique, au vu de la situation géopolitique, personne n'a d'intérêt de déclencher une guerre. Alors en revanche, en effet, certains pays, comme on l'a vu dans le Kazakhstan, comme on l'a vu avec l'Arménie et l'Ouzbékistan, Turkménistan, je ne sais plus, enfin l'affaire du fameux des hauts plateaux Karabakh, hein, on a bien vu ce que ça donnait. Ces pays ont tout intérêt aujourd'hui à vouloir être, je dirais, des barils de poudre, tout simplement parce que y a des conflits d'intérêts. Des conflits d'intérêts géopolitiques, économiques. On a une mainmise parfois dans certains pays d'une certaine oligarchie qui voudrait plus se rapprocher des intérêts économiques et des intérêts financiers de l'Occident plutôt que de rester dans les girons de l'accord de Shanghai. Hein. L'accord de Shanghai, c'est évidemment cet accord qui rassemble la Russie, la Chine, l'Inde, plus un certain nombre d'autres pays. Le Vietnam, je crois, aussi fait partie de cet accord. Donc, non, personne n'a d'intérêt d'aller foutre le bordel en Ukraine. Ça n'a pas de sens. Mais en revanche, en effet, ça a beaucoup de sens d'utiliser la peur, de faire peur aux gens, attention, parce que ça fait partie en effet du jeu de la propagande, du jeu de la manipulation des esprits, tel qu'on a pu le connaître ou le voir à l'époque de l'Union soviétique, à l'époque du bloc soviétique, dont d'ailleurs on garde toujours cette référence de la Pravda. Pravda est aujourd'hui toujours utilisé pour dénoncer certains médias sur leur collusion idéologique et politique. Donc pour l'instant l'Ukraine, moi j'attends de voir comment ça va évoluer. Alors, il y a des mouvements de chars, il y a des mouvements militaires de chaque côté, etc. On a la Russie, par exemple, qui a ouvert un peu plus le marché aux produits en provenance, en exportation depuis les deux territoires de Luhansk et de Donetsk. Mais bon, voilà, ça se toise, ça se titille, mais comme je vous l'avais déjà dit, je ne vois vraiment pas l'intérêt, et je ne pense pas qu'aujourd'hui, dans les sphères de l'OTAN et de l'Union européenne, l'OTAN sous-entendu les Américains évidemment, puisque c'est eux qui ont le commandement, d'aller mettre les pieds en Ukraine, c'est peut-être qu'il y a certains éléments, certains événements qui pourraient éventuellement complètement changer les donnes et pourraient légitimer et donner raison. Mais pour l'instant, non, c'est pas possible. Donc pour l'instant, attention, ne tombez pas dans le piège de ces manipulations médiatiques pour essayer de tout simplement en effet de manipuler son monde pour montrer du doigt la Russie comme étant l'État menaçant qui veut envahir l'Ukraine pour l'intégrer dans le grand projet de Vladimir Poutine de reconstruire l'influence de la Russie et renouer les satellites de l'Union soviétique à la Russie. Autre info et non des moindres, un lapsus. Aujourd'hui avaient lieu les auditions par la commission sénatoriale, je crois, sur le sujet de la croissance des médias. Croissance des médias, c'est-à-dire l'influence des médias, l'importance des médias, c'est-à-dire l'importance qu'ont aujourd'hui un certain nombre de groupes médiatiques sur un ensemble d'outils de communication qui deviennent évidemment dangereux, ce que l'on considérerait ou qu'on appellerait aux États-Unis comme étant du trust, c'est-à-dire de l'hégémonie médiatique. Et il se trouve que parmi les gens qui sont amenés à être auditionnés pas dans le cadre d'une enquête ou quoi que ce soit, c'est à titre consultatif pour avoir l'opinion de ces acteurs aujourd'hui qui deviennent influents, qui deviennent importants. Donc il va y avoir Lagardère, etc. Et Bolloré. Bolloré qui est venu donc répondre aux questions donc, des sénateurs, sauf que pendant son intervention, donc évidemment le sujet de Zemmour est arrivé sur le plateau, sauf que Bolloré a fait un lapsus révélateur.
il a considéré qu'il n'était pas... il a tout simplement dit qu'il ne pouvait pas savoir que Éric Zemmour allait devenir président de la République. Heureusement, il y a un sénateur quand même qui a dit non, attendez, il ne l'est pas encore. Hein. Mais alors, est-ce que c'est un lapsus révélateur ou est-ce que c'est tout simplement... il n'a pas fait attention de ce qu'il disait. Quand même, c'est Bolloré. Donc, à suivre. Pour continuer cette vidéo de revue de presse ou d'actualité, on va dire, on a vu aux États-Unis, alors deux choses aux États-Unis très intéressantes. La première, c'est qu'on a les démocrates qui sont un peu rageux d'avoir vu le mandat de Biden finalement retoqué par la Cour suprême. Donc, ils vont faire une nouvelle percée, ils vont essayer de tenter quelque chose. Et pour tenter quelque chose, eh bien, c'est tout simplement s'attaquer à la création, éventuellement, d'une carte, comment on pourrait appeler ça, une carte d'électeur. Parce qu'encore une fois de plus, aux États-Unis, comme je vous l'avais expliqué, 50 États, chaque État a la responsabilité de l'organisation des élections présidentielles. Chaque État, en règle générale, ils prennent tous le principe qu'il faut quand même que le candidat, ou tout du moins l'électeur, puisse justifier de son identité, donc on présente une pièce d'identité. Alors la pièce d'identité aux États-Unis, c'est dans 80% des cas, voire 90% des cas, c'est le permis de conduire. Il existe une carte d'identité mise en place dans un certain nombre d'États ou dans un certain nombre de comtés, évidemment pour les gens qui n'ont pas de permis de conduire. Mais le permis de conduire étant la pièce la plus récurrente et la plus courante aux États-Unis et qui, normalement, vous êtes quand même obligé de l'avoir sur vous quand vous conduisez. Hein. Donc, c'est pour cette raison que le permis de conduire aujourd'hui est quasiment la pièce d'identité, la pièce qui permet d'identifier un individu qui est le plus utilisé le plus couramment. Donc, ce qui fait que quand les gens vont vont voter, eh bien, on leur demande une pièce d'identité, c'est souvent le permis de conduire qui est utilisé. En dehors, évidemment, comme je vous dis, de l'existence de pièces d'identité qui sont spécifiques à des États ou à des comtés lorsque l'Américain en fait la demande. Mais elle n'est pas obligatoire. Elle est subsidiaire, si vous voulez, dans la mesure où, comme je vous l'ai dit, les Américains n'ont pas forcément le permis de conduire. Eh bien, ils ont lancé l'idée d'inclure ou de mettre en place une carte d'électeur, comme nous avons en France par exemple, hein, vous avez votre petite carte avec les tampons, mais intégrer dans cette carte d'électeur le schéma vaccinal. Ils sont quand même tordus, hein, ils ne veulent pas lâcher le morceau. Hein. Enfin, c'est une idée, c'est un projet sur lequel ils sont très motivés pour l'instant de mettre en place, avec évidemment l'argument en disant oui, mais voilà, regardez, la dernière élection, il y a eu des gens qui ont protesté, qu'il y a eu des fraudes, etc. Alors voilà, nous, on vous propose de mettre en place quelque chose qui pourra peut-être limiter un certain nombre de fraudes. Oui, bien sûr. Et l'autre information, c'est qu'on a en Floride, vous avez le responsable qui est le directeur des services de santé de Floride, ou du comté d'Orange en Floride, qui vient d'être mis en congé obligatoire, tout simplement parce que ce monsieur s'est amusé tout simplement à vouloir envoyer un mail à ses employés pour faire les gros yeux en disant « Oh, je sais que vous n'êtes pas vacciné, vous devez vous vacciner ». Alors que la Floride fait partie des États qui a légiféré, je dis bien légiférer, sur l'obligation vaccinale, c'est-à-dire interdire toute loi ou tout texte pour obliger les Américains à se vacciner. Apparemment, ce monsieur, alors c'est le docteur Pinault, je crois, il n'a peut-être pas compris le message, lui il a passé outre, peut-être que lui il est pro-vaccin, donc vu qu'il s'est rendu compte qu'il y avait à peine la moitié de son personnel qui n'était pas vacciné, qui était vacciné, pardon, donc plus de la moitié n'était pas vacciné, donc ce monsieur, il a fait les gros yeux, il a fait un petit peu de pression, etc., sauf que c'est pas passé. C'est pas passé, c'est remonté en haut, et en haut ils ont décidé, bon, hop,
en congé obligatoire, on met en place une commission d'enquête pour savoir si finalement peut-être que ce médecin, ce responsable, ce chef de service, ce directeur du ministère de la Santé de Floride, du comté de Orange, n'a pas finalement outrepassé ses pouvoirs. Toujours aux États-Unis, l'affaire Fauci, je vous en ai déjà parlé, des fameux mails qui avaient été révélés au printemps, qui mettaient en évidence que Fauci était bien impliqué dans un processus avec le laboratoire de Wuhan sur des recherches concernant le SRAS-CoV dans le cadre de ce qu'on appelle le gain d'intérêt, ou le gain de fonction, pardon. Le gain de fonction, c'est-à-dire que c'est lorsque vous avez des autorités d'un pays qui, en collaboration sur des recherches ou des programmes internationaux, contribuent, participent financièrement, investissent ou ont juste des collaborations, d'échanges d'informations, de données, etc. pour suivre un peu l'évolution des recherches qui sont faites dans d'autres laboratoires à travers le monde. Et en l'occurrence, Fauci était parfaitement donc au courant que le laboratoire de Wuhan faisait des recherches, ou au moins faisait de l'étude sur un virus de type SRAS. Donc évidemment, ça un petit peu remet dans les brancards. Ça fait plusieurs fois que Fauci passe devant une commission sénatoriale, ça fait plusieurs fois qu'il s'accroche avec le sénateur Ron Paul, qui est républicain. Sauf que là, Fauci, il est un petit peu dans une situation où on a l'impression qu'il est en train d'être un petit peu lâché. Lâché parce que, comme je vous l'avais dit, aux États-Unis, on commence à lâcher un petit peu de l'Est, un petit peu partout, sur les restrictions Covid, etc. On a appris d'ailleurs, la Grande-Bretagne, ça y est, va lâcher aussi du lest sur les restrictions et va supprimer un certain nombre de restrictions d'ailleurs concernant le Covid, puisque chez eux, le Micron est en train de s'effondrer. Sauf que Fauci, lui, il est soutenu. Il est soutenu et il sera soutenu, parce que, arrivé à son niveau de position, il sait des choses, il sait des implications. Il connaît des gens qui peuvent être impliqués aussi. Donc ces gens ont tout intérêt à ce que Fauci la ferme. Et donc qu'il soit soutenu. Donc il y a des fortes chances que, à mon avis, cette année, on apprenne que le docteur Fauci va être tout simplement, va quitter ses fonctions pour partir à la retraite. Je rappelle qu'il a déjà presque 81 ans. Et finalement, comme ça a toujours été le cas dans les affaires assez importantes aux États-Unis, on va mettre à l'ombre, on va mettre en protection ceux qui pourraient éventuellement être à l'origine des scandales. Donc en ce qui concerne les États-Unis, je pense que la Covid va très très vite disparaître, et tout ce qui pourrait ou aurait pu éventuellement mettre en évidence des intérêts ou des interactions, des influences américaines dans l'origine, dans la raison, dans la cause de cette pandémie, c'est pas pour aujourd'hui que je pense qu'on va en savoir un peu plus sur cette histoire, et je pense qu'il est très très loin le temps où on pourra éventuellement commencer à lever le voile sur certaines vérités, même si, encore une fois de plus, je vous le dis, des fuites sont assez régulières, on a souvent des preuves flagrantes, mais encore une fois de plus, ça rejoint un petit peu ce qui se passe avec l'affaire Epstein et puis Ghislaine Maxwell. Ghislaine Maxwell, d'ailleurs, vous savez que son procès est terminé. Normalement, elle doit repasser devant le tribunal, je crois, au mois de juin, pour recevoir la sentence. Sauf que là, elle vient de lancer que peut-être, si elle serait peut-être d'accord pour éventuellement donner quelques noms. Sauf qu'évidemment, comme je vous l'ai dit, le procès était déjà verrouillé depuis le début, comme quoi il fallait absolument qu'aucun nom, aucune liste, aucune allusion ne soit faite au réseau d'Epstein. Que le procès devait uniquement se concentrer sur la complicité de Maxwell avec Epstein dans ses chefs d'inculpation, de détournement de mineurs, de viol ou harcèlement sexuel, etc. Même si dans les dossiers, il y avait quelques liens qui auraient pu être exploités. Mais les magistrats, la justice américaine a reçu des ordres, elle ne doit pas aller dans ces zones dangereuses. Donc là, Maxwell, elle commence à jouer une carte
un bluff, peut-être, pour essayer peut-être de réduire ou de minimiser la condamnation qu'elle va subir au mois de juin. Donc elle laisse planer en fait une petite menace finalement de foutre en l'air la promesse que la justice américaine a fait de ne pas faire de révélations sur l'étendue du réseau Epstein et évidemment impliquer un certain nombre de noms, dont d'ailleurs actuellement c'est aussi le prince Andrew qui serait impliqué, le prince Andrew qui je crois a laissé tomber je ne sais plus quel titre ou par rapport à je crois l'armée britannique, etc. Donc vous voyez, ça démange quand même, ça dérange un petit peu l'establishment. Mais pour l'instant, voilà, il n'y aura pas de révélation. Donc, en ce qui concerne Fauci, c'est pareil, à moins qu'il y ait une révolution aux États-Unis et qu'arrivent au pouvoir des gens qui ont décidé de vouloir foutre en l'air l'État profond et de finalement commencer à mettre des gens devant leurs responsabilités. Malheureusement, comme il y a beaucoup trop d'intérêts, il y a beaucoup de gens impliqués, très hautement placés aujourd'hui, ça fait un petit peu comme l'affaire de JFK, si vous voulez. L'affaire JFK, on n'aura jamais la vérité. On n'aura jamais la vérité parce que tant qu'il y aura toujours des implications, pas seulement des personnes, mais des institutions, puisque si des institutions ou des services qui sont toujours existants aujourd'hui sont impliqués dans l'assassinat de JFK, vous pensez bien qu'évidemment ça remettrait de l'huile sur le feu du manque de confiance, de la perte de confiance d'un certain nombre de citoyens américains envers l'État fédéral. Attention, pas envers le pays, mais envers l'État fédéral. Donc voilà, pour l'instant, sur cette affaire Fauci, qui de toute façon, ça pourrait être une bombe nucléaire, mais ça va être un pétard mouillé. Et enfin, je vais terminer cette vidéo avec la grande info qu'on a appris en France. Pfizer va s'installer en France, Pfizer va fabriquer, va produire en France. Moi, en apprenant ça, je ne suis pas forcément très optimiste sur cette décision d'investissement, d'autant plus qu'on a appris que Pfizer était sur le point de commencer à faire des pieds et des mains pour présenter un nouveau produit préventif contre le Covid. Mais force est de constater que peut-être que Pfizer, justement, se dit, la France, ça y est, on l'a verrouillé, donc maintenant autant en profiter. Nous allons nous installer directement sur place pour pouvoir produire à la fois, pour aller directement au consommateur, avec la duplicité, la complicité des institutions. Donc voilà, c'est pas très confiant, même si encore une fois de plus, localement, ça va peut-être être intéressant parce que ça permettra peut-être en effet de créer des emplois, de créer de l'activité avec de la sous-traitance, etc. Donc c'est toujours intéressant localement. Mais quand il s'agit de Pfizer, j'ai pas envie d'être très optimiste sur l'équité même du système, ce qui rejoint un petit peu ce que je vous disais. De toute façon, aujourd'hui, le retour d'investissement en France, avec Macron, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, c'est forcément avec des contreparties qui consisteront certainement à des réformes, à des exonérations fiscales, etc. Donc finalement, ça n'a pas grand intérêt. Faire venir des gros acteurs économiques, si pour leur permettre d'avoir des exonérations fiscales, de pouvoir faire du dumping social, etc. Comme le fait Amazon. Amazon est un gros employeur aujourd'hui, sauf qu'on lui lâche un petit peu les baskets sur les conditions de travail, sur les rendements, sur les niveaux de productivité exigés auprès des salariés, même si en interne, il y a quand même un certain nombre d'avantages que certains salariés reconnaissent de la part de Amazon, mais entre les avantages et ce que le salarié produit pour le salaire qu'il touche suivant sa catégorie, en règle générale, il n'y a pas photo. Et là, enfin, pour terminer, allez, la cerise sur le gâteau. Darmanin qui nous a pondu d'un tweet samedi dernier sur les manifestations qui avaient eu lieu à Paris de cette photo. La fameuse photo Sigrel. Sauf que la vidéo, la voilà. Je vous laisse constater par vous-même si oui ou non ces personnes ont bien fait un salut nazi.
Sauf que le problème, c'est que, évidemment, il y a pas mal de médias qui l'ont repris, comme je vous l'avais dit, Mediapart, sauf que, voilà, c'est encore une fois de plus la démonstration que nous avons à la tête du pays des gens qui sont, qui sont à l'image malheureusement d'un certain nombre de Français, c'est-à-dire incompétents, approximatifs, m'as-tu vu, orgueilleux. On notera quand même que malheureusement, un certain nombre de médias qui jusqu'à présent étaient plus ou moins encore avaient une certaine objectivité, etc. Mais sauf qu'eux aussi se sont fait piéger. On a RT, par exemple, RT, Russia Today France, qui lui aussi est tombé dans le piège et a fait un article là-dessus. Donc voilà pour les petites informations que je pouvais vous donner avant la fin de la semaine. Pour l'instant, comme je vous l'ai dit, en ce qui concerne l'Ukraine, à regarder, à voir, à suivre un petit peu. Et puis nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Alors je sais pas, peut-être ce sera une vidéo avec une thématique un petit peu plus précise. Vous m'avez donné des sujets déjà innombrables à traiter. Il faut juste que je fasse un petit peu de recherche pour parfaire tout ça. Et nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien.